Bonjour à tous, merci d'être là ce soir pour la conférence du coup sur la sensibilisation pour l'environnement, donc pour tout ce qui va être du coup traitement sur les plastiques. Donc dans le cadre de notre master sur l'éco-conception, polymères et composites, nous avons organisé du coup une journée donc sur la sensibilisation de l'environnement avec à 14 h donc alors du coup à partir de 14 h il y a eu donc un ramassage de déchets qui a lieu à la Anse du Stôle à Pleumeur. Donc on a été à peu près une quarantaine. Donc beaucoup de déchets ont été ramassés et ensuite du coup il y a eu pas mal d'activités là-dessus, donc avec notamment des quiz et de sensibilisation par rapport au tri. Donc il y a eu pas mal de déchets aussi qui ont été récoltés pour une association qui s'appelle Rêve de Gosse, donc tout ce qui était filets, cordages, bois flotté pour faire tout ce qui était donc par exemple des objets artistiques un peu faits par les enfants pour être réutilisés et revalorisés. Donc là, voilà, donc plusieurs grosses prises qui ont été prises cet après-midi, dont des objets. Donc on a pu voir ici une petite étiquette en provenance d'Espagne et des microbilles qui sont des granulés du coup de plastique. Donc ce soir, nous allons faire du coup une conférence donc avec en première partie par Michael Kaczerski, donc une conférence qui a parlé du coup de la pollution sur les microplastiques, et ensuite du coup une deuxième partie qui va être du coup sur la toxicité des plastiques, fait par Yves Groins, donc enseignant-chercheur et responsable de Compositique. Donc bonjour, je m'appelle donc Michael Kaczerski, je suis postdoc à l'Institut de recherche du Puy-de-Dôme et je travaille tout particulièrement sur les pollutions par les plastiques et notamment les microplastiques. Donc je vais vous faire une petite conférence sur ce sujet, traiter des différents aspects liés à ces pollutions. Alors voilà, la production des plastiques, elle a débuté très largement en fait, au début des années 50. Et depuis, elle n'a eu de cesse d'augmenter, et cela de manière exponentielle. À l'heure actuelle, en 2018, on a une production de l'ordre de 320 millions de tonnes de plastique. Alors, bon, ça c'est quelques bases, hein. C'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais un plastique c'est différents composants. On va voir la matrice, on va voir les charges, les additifs. Ce sont des éléments importants puisque en fonction de ce qu'on va mettre dans le plastique, il n'aura pas forcément le même comportement dans le milieu naturel et il n'aura pas forcément non plus la même dangerosité. Les plastiques sont utilisés parce qu'ils ont des propriétés qui sont assez exceptionnelles. Et on les retrouve dans un très grand nombre d'objets de notre vie quotidienne. Alors, ils servent par exemple pour les véhicules, pour alléger les voitures, pour diminuer leur consommation. Donc, ça va avoir un impact dans ce cas-là relativement positif sur le bilan carbone. On va les utiliser pour protéger des cultures. Là, on a ici, par exemple, des salades qui vont être protégées par des bâches. Ça permet, par exemple, ici, de limiter l'utilisation de pesticides. Et enfin, on les utilise énormément dans les emballages plastiques. Ces plastiques, ensuite, on va les valoriser. On va les valoriser de différentes façons. On va valoriser la matière, on va pouvoir les recycler. On va valoriser sous la forme énergétique, on va les brûler pour produire l'électricité. Et on peut éventuellement, dans certains cas un peu particuliers, les utiliser comme charge. Cependant, dans 50% des plastiques ont relativement peu de valeur et dans ces cas-là vont être peu recyclés. Les plastiques, en fonction de leurs utilisations, vont avoir des durées d'utilisation qui vont être très variées. Par exemple, pour le packaging, on estime que la durée d'utilisation moyenne est de l'ordre de quelques semaines. Si on regarde par exemple des plastiques qui vont être utilisés dans le transport, leur durée d'utilisation est de l'ordre de 15-20 ans. Et enfin, par exemple, lorsqu'ils sont utilisés pour la construction de bâtiments, leur durée d'utilisation va être beaucoup plus importante, de l'ordre de 35 à 40 ans. Les plastiques, à l'heure actuelle, on estime qu'il y a 8 milliards de tonnes de plastique qui ont été produits. Là-dedans, il y en a 2 milliards 500 millions de tonnes qui sont à l'heure actuelle encore utilisées.
Et par contre, il y a presque 5 milliards de tonnes de plastique qui ont été jetés, qui sont sous forme de déchets. Quand on regarde l'ensemble de ce qui a été produit n'est plus utilisé, il y en a une fraction relativement faible qui a été incinérée, une fraction encore plus faible qui a été recyclée et ensuite réinjectée dans le cycle. Ensuite, si on s'intéresse à ce graphique-ci, on a les courbes cumulatives de déchets plastiques produits. On estime que, à l'heure actuelle, donc on est aux alentours de 8 milliards de tonnes produits. Alors, c'est pas tout à fait des déchets, mais c'est pas grave. Et à l'horizon 2050, on serait aux alentours de 25 000 milliards de tonnes. Donc, on a une production très très importante et des prévisions en termes de production qui sont avec des volumes qui sont très importants. En 1972, on a la première évocation dans une publication scientifique du terme de, pardon, c'est pas un terme, voilà, l'identification de particules de plastique, de fragments de plastique inférieurs à 5 mm. Et ce n'est qu'en 2004 en fait, que le terme de microplastique est proposé par un chercheur anglais, Thomson. Et donc, finalement, à partir de là, va débuter la recherche liée donc, à ces particules de plastique qu'on va retrouver dans le milieu naturel. On en voit quelques-unes ici. Là, c'est peintures de bateau. Là, c'est ces fragments bleus que l'on voit ici. Donc là, vous avez le crayon qui vous donne l'échelle. Et donc, ces études sur les microplastiques va réellement en fait, exploser à partir des années 2010. Donc, c'est vraiment très récent. Donc, qu'est-ce qu'un microplastique ? Un microplastique, c'est une particule de plastique dont la taille est inférieure à quelques millimètres. Ces microplastiques, on les divise en deux grandes catégories. Les microplastiques primaires, c'est des microplastiques qui sont produits sous cette forme-là. Dedans, on va retrouver les microbilles utilisées dans les produits cosmétiques. Donc, quand vous regardez sur une crème, par exemple, exfoliante, que vous lisez polyéthylène, c'est parce qu'il y a des microbilles de polyéthylène dedans. On va les retrouver liés aux vêtements synthétiques. Bon, alors, ce sont les microfibres. Les microfibres, dans cette qualification-là, ont un statut un peu particulier parce que, en fonction des auteurs, on les passe d'une catégorie à l'autre, mais bon, peu importe. Disons que les vêtements synthétiques, lorsqu'on les passe en machine à laver, vont produire des microfibres, comme on le voit ici. On va les utiliser aussi en médecine, c'est un peu anecdotique, mais ça existe. Et on va les retrouver sous forme de granulés plastiques. Alors, vous avez pu en voir des quantités assez importantes lors du ramassage cet après-midi. Vous en voyez ici sur une plage du sud de la France. Et le terme qui est utilisé par certains chercheurs voilà, pour essayer de vulgariser à propos de ces particules-là, on parle de larmes de sirène. Là-dedans, enfin, après les microplastiques primaires, on va retrouver les microplastiques secondaires. Ces microplastiques secondaires, ce sont ceux qui sont issus de la fragmentation de plastique de plus grande dimension. Donc là, on en voit ici dans cette boîte de pétri. Ils sont reconnaissables assez facilement puisqu'ils ont des angles assez aigus. Ils sont liés à des processus de désagrégation, donc des processus physiques, les UV, la température, des phénomènes d'abrasion, des paramètres aussi chimiques, la corrosion, et biologiques. Donc, vous avez pu aussi observer des plastiques qui étaient, à des titres divers, colonisés par des algues. Donc, ces organismes qui vont s'installer sur les plastiques vont avoir des conséquences relativement importantes sur leur dégradation et aussi sur leur déplacement dans les masses d'eau. Alors, d'où viennent ces particules de plastique ? Bon, d'abord, pour une part assez importante, finalement, ils ont des origines terrestres. Ils sont liés à des dépôts à terre. Donc, bon, il y a un chiffre qui revient assez souvent, qui est 80% des plastiques observés en mer proviennent de la Terre. C'est un chiffre qui vaut ce qu'il vaut, qui est très variable. Là, par exemple, cet après-midi, on a pu voir qu'il y avait énormément de cordages, donc, qui sont plutôt liés à des activités marines, donc ça dépend d'un endroit à l'autre. Donc là, vous avez par exemple ici une décharge en France à ciel ouvert. Vous avez ici des masses d'eau, donc les déchets vont contaminer les masses d'eau avec les conséquences que ça peut avoir. Les zones littorales sont des espaces qui vont générer des quantités
de déchets qu'on va retrouver en mer qui sont assez importants. Pourquoi? Parce que déjà, tout simplement, il y a une partie importante de la population mondiale qui vit à proximité des côtes. Donc là, vous le voyez sur cette carte où on a les densités de population européennes. Vous pouvez voir que globalement, les populations vivent près des côtes, éventuellement près des grands fleuves. Et en tout cas, ça implique que les transferts depuis une source vers le milieu marin va être assez rapide. Ensuite, on va avoir tout ce qui est lié aux industries plastiques. Donc là, on va retomber sur nos granulés plastiques. Il y a un cas comme ça en Suède, à proximité d'une usine, des chercheurs ont relevé des concentrations en microplastique qui étaient de l'ordre de 100 000 particules par mètre carré. Donc c'est des concentrations qui sont très élevées. Aujourd'hui, on va dire qu'on était sur des concentrations de l'ordre d'une dizaine de particules par mètre linéaire d'algues. Quand on regardait les paquets d'algues, on devait être sur des proportions de cet ordre-là. Le tourisme va générer des quantités assez importantes de déchets. On peut le voir quand on fait du ramassage de déchets l'hiver et l'été. On ne va pas observer nécessairement les mêmes déchets. Il y avait un étudiant cet après-midi qui faisait la remarque qu'il trouvait qu'il y avait peu de bouteilles de bière trouvées. Eh ben, c'est parce qu'on est en hiver. Il y a peu de gens qui vont boire sur les plages une bière. Et par contre, en période estivale, les gens vont avoir des comportements différents et donc générer des déchets qui sont différents. Donc là, ça c'est le cas d'une plage en Thaïlande où beaucoup de touristes chinois vont. Et voilà, la gestion des déchets n'est pas là. Enfin, une source de déchets, de microplastiques qui peut être important, ce sont les systèmes d'assainissement qui ne sont pas toujours adaptés pour le traitement des microplastiques. Ils vont laisser passer un certain nombre de microplastiques qu'on va générer dans nos salles de bain, dans nos cuisines, etc. Ils vont les laisser passer et ils vont se retrouver directement dans le milieu naturel. Alors, les particules générées, quelques exemples. Donc, on a parlé de ces granulés, de ces larmes de sirène. On va retrouver les microfibres liées aux lessives. Il y a une étude qui a montré qu'on était sur des quantités de l'ordre de 2000 fibres synthétiques par lessive. Donc, c'est beaucoup. Les microbilles, une étude américaine estime qu'aux États-Unis, alors maintenant c'est interdit, donc les chiffres sont plus les mêmes, mais à l'époque où ce n'était pas interdit, on était sur des quantité, des masses de microbilles de l'ordre de 263 tonnes par an aux États-Unis. 263 tonnes de particules qui font quelques milligrammes, voire moins, ça représente un nombre de particules qui est vraiment très important. Et enfin, on va retrouver tout ce qui va être microplastique secondaire, donc les emballages, les bouteilles, les filtres de cigarettes. Alors les filtres de cigarettes qui vont être dans un état de dégradation plus ou moins important. Donc là, vous avez un fil de cigarette en bon état, un fil de cigarette en moins bon état. Les fils de cigarette, on en reparlera sur les aspects toxicité. Alors, les facteurs de transfert de ces microplastiques, comment ils passent on va dire de la terre vers le milieu marin, on va avoir différents phénomènes qui vont favoriser ces transferts. Les systèmes fluviaux, là on est sur le fleuve Citarum en Indonésie et qui est entièrement couvert de déchets plastiques. Donc ces déchets vont être transférés vers le milieu marin. Le ruissellement, donc il pleut, vous avez jeté votre mégot de cigarette sur le bord de la route, la pluie va entraîner le mégot de cigarette vers les ruisseaux et ensuite vers le milieu naturel. Les systèmes d'assainissement, les égouts, pareil, vont jouer un rôle conducteur de déchets. Il y a quelques anecdotes comme ça. À Marseille, avant qu'ils mettent en place un système de dégrilleur, il y avait des quantités de déchets très importants qui passaient via les systèmes d'assainissement. Le vent qui va souffler. Là, on a eu une tempête ce week-end. Tout de suite, on a vu sur les routes beaucoup de déchets, notamment beaucoup de déchets plastiques légers qui se sont envolés. Et enfin, les courants marins. Alors, sur les plages, je vais aller assez vite. Qu'est-ce qui favorise les contaminations, enfin les concentrations, les fortes concentrations en déchets plastiques? Quand vous avez été ramassés, vous avez pu voir que globalement, on les retrouvait beaucoup aux mêmes endroits que les algues. Donc, ça va être des endroits, en fait, on va avoir soit on arrive en fin de marée, donc on va déposer, on va les retrouver beaucoup dans les zones abritées des vagues qui vont les piéger. Ça peut être les espaces dunaires, ça peut être les enrochements. Là où la dérive littorale est faible, donc là on va trouver aussi des plantes, donc là on va être au niveau des dunes, et les quantités sont très variables d'un site à l'autre.
À quelques mètres près, on peut avoir des concentrations qui sont très très diverses. Au niveau des origines marines, donc là on a parlé beaucoup des origines terrestres, puis il existe aussi des origines marines. Donc elles vont être liées à toutes les activités anthropiques dans le milieu marin. Donc le trafic maritime, on a ici des porte-conteneurs qui vont perdre leur cargaison. Alors là c'est des cas très particuliers, mais au cours d'une tempête, un conteneur mal accroché qui part à l'eau et va libérer ensuite pendant des décennies les objets qu'il va contenir. Il y a un cas comme ça en Bretagne qui est un peu connu, c'est le cas des téléphones Garfield qui arrivent très régulièrement chaque année sur les côtes du Finistère depuis voilà, quelques dizaines d'années. On estime que c'est lié à un conteneur qui, à chaque tempête, va libérer ces téléphones Garfield. Voilà. Donc ensuite, on va voir ce qui va être lié à la pêche. Donc, on a trouvé beaucoup de filets, donc ça arrive de perdre des filets. Liés à l'aquaculture, on a trouvé des objets typiques de l'ostriculture, des poches à huîtres, des coupelles de collecte de naissains. Donc voilà, la plaisance ensuite qui va être aussi potentiellement une source importante de déchets. Alors, comment se répartissent dans le temps et l'espace ces déchets plastiques? En fait, un océan, on a tendance à l'oublier, c'est un espace en 3 dimensions. On va avoir la surface, mais on va avoir aussi la colonne d'eau. Donc là, on va trouver des déchets plastiques en surface, on va trouver des déchets plastiques qui vont être en flottaison neutre dans la colonne d'eau, et on va pouvoir trouver des quantités de déchets potentiellement assez importantes sur les fonds océaniques. Il y a une étude scientifique qui est parue récemment, qui a fait un peu le buzz médiatique, qui ont montré que même dans les fonds marins assez reculés, on trouvait des déchets plastiques qui venaient contaminer aussi les animaux qui vivent à proximité. Ça peut être lié aux actions encroutantes des êtres vivants. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe sur les déchets plastiques, sur certains d'entre eux. Il y avait des algues, il y avait des polypiers, il y avait tout un tas de choses. Il pouvait y avoir aussi des serpules, ces petits vers qui forment des petits tunnels blancs sur la surface des plastiques. Tout ça va faire que la densité du plastique peut être changée au cours de son vieillissement. Donc un plastique qui au départ flottait peut ensuite couler vers les fonds océaniques. Alors là, je vais vous parler d'un cas un peu particulier qui est celui de la pêche fantôme. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. C'est lié en fait à ces grands filets maillants, ces filets dérivants qui vont être perdus par la pêche, qui vont continuer de pêcher. Et donc là, on a des requins, un poisson-lune, des dauphins, même un goéland, des poissons, un requin-marteau, une tortue, etc. Donc ça va pêcher, continue de pêcher. Et en fait, ce qui se passe, c'est que votre filet qui est à la surface de l'eau, il va se charger en animaux. Ensuite, il va couler quand il aura atteint une certaine masse. Il va du coup couler sur les fonds océaniques. Et une fois qu'il est sur les fonds océaniques, la matière organique va se dégrader. Et au bout d'un certain temps, en fait, il va remonter à la surface de l'eau, continuer de pêcher, couler, remonter, couler, etc. pendant un temps qu'on ne connaît pas bien parce que tout simplement on ne sait pas combien de temps, quelle est la durée d'existence de ces filets dans le milieu naturel. Donc ça va avoir un impact économique. Il y a quelques chiffres qui ont été proposés et c'est un impact sur la pêche qui est non négligeable. À la surface, ce qu'on sait, c'est qu'ils sont présents partout, à la surface des océans, qui ne sont pas répartis de manière homogène. On va les retrouver dans certaines zones, tout particulièrement le 7e continent de plastique, mais aussi donc, dans la gyre Atlantique Nord, etc. Ils ont une capacité de migration longue, ce qui leur permet de passer d'une côte à une autre côte. Et ils ont tendance à s'accumuler dans ces gyres océaniques. L'impact du plastique, en 1997, il avait été une première fois chiffré. On estimait qu'il y avait 260 espèces d'organismes marins qui étaient affectés par ces plastiques. Le chiffre actuel est beaucoup plus important. Et à l'époque, ils estimaient que 43% des mammifères marins, 86% des tortues et 44% des espèces d'oiseaux étaient impactés d'une façon ou d'une autre par les plastiques. L'impact sur l'être humain et l'environnement marin commence à être un peu mieux connu. Alors sur l'être humain, il reste mal connu, mais sur l'environnement marin, ça s'améliore. L'ingestion, on peut se poser la question de savoir si l'ingestion de ces microplastiques, en tout cas de ces plastiques, est possible.
Alors voici quelques éléments de réponse. Là, vous voyez ici en fluorescence des morceaux de plastique qui ont été ingérés par une artémia, donc du plancton. Là, ce sont des fibres découvertes dans l'estomac de crustacés. Là, c'est le tractus digestif d'un poisson. On voit différents types de fibres qui ont été ingérées. Et là, ce sont des des différents morceaux de plastique qui ont été trouvés dans l'estomac d'oiseaux marins, des procellériformes. Donc oui, les plastiques sont mangés par les êtres vivants. Il y a différents risques, notamment des risques de bioaccumulation, de bioamplification qui ont été évoqués par les chercheurs. C'est à relativiser parce qu'en fait, les plastiques sont relativement bien excrétés par les animaux, sauf quelques cas. Donc, quelques animaux qui sont connus pour être contaminés, en tout cas des clades. Les planctons, sur 15 taxons étudiés par un chercheur anglais, il y en a 13 qui ont montré des contaminations. Chez bivalves, ça a été montré chez moules, chez huîtres, par exemple. Crustacés, tout à l'heure, on avait des pousse-pieds qui poussaient, qui avaient grandi sur une chaussure. Je ne sais pas si certains l'ont vu. Donc oui, ils peuvent être aussi contaminés par les plastiques. Poissons, c'était un chiffre qui est un peu ancien maintenant, mais qui estimait que 30% des poissons étaient touchés. Chez les oiseaux marins, c'est très variable. Chez le fulmar, par exemple, c'est un oiseau marin, et 96% des individus présentaient du plastique dans son estomac. Reptiles, les tortues sont très touchées. Chez les mammifères, il y avait une estimation qui est sortie il y a quelques années de l'ordre de 1000 particules par habitant et par an, en s'appuyant sur la consommation de fruits de mer. Là, ici, vous avez une image qu'on retrouve assez souvent en fait, avec un squelette d'oiseau marin avec beaucoup de plastique. Moi, j'ai toujours eu un doute sur cette photo, mais en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est qu'effectivement, on retrouve de temps en temps des oiseaux marins comme ça avec des quantités assez importantes de plastique. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez les oiseaux, pour faciliter la digestion, ils ingèrent naturellement des cailloux. Ça facilite leur digestion. Là, ici, vous avez en fait l'estomac d'un cygne qui a ingéré plein de billes de plomb, en fait. Donc, les oiseaux mangent du plastique parce qu'ils ont l'habitude de le faire. Enfin, voilà, c'est avec les pierres. Ils ne se rendent pas compte de la différence entre une pierre et un plastique. Alors, on verra, je pense, tout à l'heure sur les aspects de contaminants. Il y en a différents types, on peut les catégoriser en deux grandes catégories. On va avoir ceux qui sont liés à la fabrication du plastique, notamment dans les additifs. On va avoir quelques molécules qui sont connues pour être toxiques pour les animaux, pour l'environnement, pour les êtres humains. Même si la matrice polymérique, elle est souvent considérée comme relativement neutre. Ce n'est pas forcément le cas, par exemple, sur le polystyrène. C'est une question qui est... quelque chose qui est beaucoup discuté dans le cas des microplastiques en tout cas. Les additifs, comme vous le savez, servent en fait à modifier les propriétés du plastique. Certains sont connus pour être dangereux, c'est par exemple le cas des phtalates, qui peuvent dans certains cas, ce n'est pas le cas systématiquement, représenter des proportions assez importantes en masse. Et la matrice polymérique ne va pas bloquer en fait ces phtalates. Ils vont avoir la capacité de migrer et peuvent poser problème. L'autre cas, c'est que les microplastiques sont pas non plus, les plastiques sont pas neutres quand ils arrivent dans le milieu naturel. Ils peuvent interagir avec des micropolluants qui sont présents dans le milieu naturel. Donc on sait que dans certains cas, ils ont capté du DDT. Le DDT, c'est un insecticide. Donc on va pas produire du plastique avec du DDT au départ. Donc c'est qu'il a été capté dans le milieu naturel. L'état des connaissances sur les interactions entre plastique et milieu environnant s'est amélioré ces dernières années. On comprend mieux ce qui se passe, pourquoi, et on est en capacité un peu mieux de prédire ce qui va se passer lorsqu'on met un plastique donné en présence d'un micropolluant donné. Il y a des processus d'adsorption, de désorption, donc de captage et ensuite de relargage des micropolluants. Dans certaines zones, notamment les ports ou les zones industrielles qui sont contaminées, dont les eaux sont contaminées avec des quantités potentiellement importantes de micropolluants, on sait que les microplastiques vont capter des quantités assez importantes de micropolluants. Je vais passer. En fait, on estime qu'on peut catégoriser 6 grands risques liés au plastique. Le premier, ça va être la modification de la structure et de la composition des communautés benthiques. Donc là, vous avez dans certaines zones, sur les fonds marins, des quantités assez importantes de
bouteilles plastiques qui vont tapisser les fonds marins. Là, on doit se trouver, je pense, en Méditerranée, je ne sais plus exactement. Et donc, pour certaines espèces sensibles qui vivent, par exemple, sur du sable, si vous leur proposez que des surfaces dures, elles ne vont plus pouvoir se développer. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui va être piégeage. Donc, c'est des choses que vous avez peut-être déjà vues avec ces animaux qui vont être piégés dans des filets et ils vont grandir avec ces filets autour du cou. C'est des choses qu'on voit de temps en temps au travers de vidéos, de photos, etc. Et il ne faut jamais oublier que ce qu'on voit au travers de ces photos, vidéos, etc., c'est qu'une partie de ce qui existe dans le milieu naturel. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être lié à l'ingestion de plastique. Donc là, c'est une petite tortue qui confond par exemple un sac plastique avec une méduse. Donc on va avoir des conséquences qui peuvent être importantes pour les animaux. Si vous ingérez du plastique, le plastique, vous ne pouvez pas le digérer, ce n'est pas de l'énergie. Donc ça va avoir des conséquences. Vous allez avoir des organismes qui vont perdre du poids, donc qui vont avoir une croissance ralentie, une reproduction moins importante et des impacts plus ou moins importants sur la santé. Il y a certains chercheurs qui estiment que dans des cas particuliers avec des concentrations très importantes de microplastiques ou de plastique en général, on peut avoir des diminutions au niveau des populations. C'est discutable, mais c'est envisageable. Sur les moules, il y a un chercheur belge qui pense qu'il peut y avoir un passage donc, du système digestif vers le système circulatoire. Donc c'est pas forcément. Voilà, si on passe dans le système circulatoire, le risque est plus important. Donc, voilà. Et c'est en grande partie. En très grande quantité, dans certains cas très particuliers, peut-être que le risque de mortalité est accru, mais globalement, l'ingestion de plastique ne va pas entraîner la mort des individus. Alors les additifs vont avoir des impacts qui vont être plus ou moins importants, je vais aller assez vite là-dessus, mais je vais peut-être me concentrer juste sur les aspects perturbateurs endocriniens. Il y a certains additifs, notamment dans les phtalates, qui sont des perturbateurs endocriniens et qui vont avoir un impact sur la mobilité, sur la reproduction, sur le développement des organismes. Donc c'est des impacts qui peuvent être importants, qui peuvent également avoir des effets cancérigènes. Le bisphénol A, dont on a beaucoup parlé, on sait qu'il a un certain nombre d'impacts sur les êtres vivants, des impacts sur les sextraciaux, avec des individus qui peuvent présenter des cas d'hermaphrodisme un peu plus importants que la population devrait avoir. Sur l'être humain, c'est une molécule qui est connue pour entraîner des cancers, notamment sur les organes sexuels. Et le cas particulier en fait, des perturbateurs endocriniens par rapport à d'autres molécules toxiques, c'est qu'ils ont un impact même à des teneurs très faibles. Vous pouvez avoir une molécule dont la concentration va être de l'ordre du nanogramme par litre, et ça va être suffisant pour avoir un impact sur les êtres vivants. Après, sur tout ce qui est question d'exposition chronique sur des longues périodes de temps, là on maîtrise très très mal les impacts. Alors voilà, les microplastiques, dans certains cas, certains chercheurs estiment que ce sont des espèces de chevaux de Troie en fait. Ils vont être ingérés par les organismes et une fois ingérés, ils vont peut-être relarguer certains micropolluants. Voilà, sur le ver marin, ça a été montré un relargage de triclosan. Notamment, donc, le triclosan il est utilisé dans certains produits gel pour les mains par exemple parce que c'est un bactéricide. Ça a eu des conséquences sur ce petit ver, sur son système immunitaire, sur son activité qui était un peu réduite. Chez le poisson, ça a été montré que les microplastiques pouvaient entraîner des stress hépatiques, des conséquences plus ou moins importantes. Et dans le cas des mammifères marins, ils sont assez sensibles, nous y compris, ce qu'on appelle les polluants organiques persistants, donc des molécules qui se dégradent peu dans le milieu environnant et qui ont un impact sur les organismes. Au travers de deux cas, la bioaccumulation, donc ça veut dire que tout au long de votre vie, vous allez accumuler ces micropolluants. Bioamplification, c'est que quand vous êtes en bout de chaîne alimentaire, vous allez ingérer en fait tous les micropolluants qui sont en bas de votre chaîne alimentaire. C'est assez relativisé dans le cas des pollutions par les microplastiques, notamment dans la mesure où certains chercheurs estiment que par rapport en fait à l'ingestion de proies qui vont déjà être contaminées, l'ingestion de microplastiques contaminés, ces microplastiques ne vont pas apporter des grandes quantités de micropolluants.
mais c'est une voie supplémentaire de contamination des chaînes. Voilà. Donc ces impacts, ils sont très nombreux, c'est très complexe, c'est variable donc, en fonction du plastique, en fonction des additifs, en fonction des organismes, en fonction du stade de développement de l'organisme. Les larves sont sans doute beaucoup plus sensibles aux micropolluants que des adultes par exemple. Le dernier risque en fait lié à ces plastiques et microplastiques, c'est le transfert d'organismes. Donc je vous ai parlé de ces êtres vivants qui peuvent s'installer sur des objets en plastique. Là vous avez des pousse-pieds comme ceux qu'on a vus sur la chaussure tout à l'heure, sur un ballon. Voilà. Donc des objets en plastique ou autres peuvent traverser les océans. Plus vous avez un nombre de particules qui est important dans les océans, plus le risque de transfert est important. Donc quand vous avez des microplastiques qui sont très nombreux, qui peuvent traverser les océans et donc transférer ces organismes, ça peut poser des problèmes. Donc les océans qui étaient en fait des barrières à l'heure actuelle, enfin, jusqu'à présent infranchissables pour certains organismes, deviennent franchissables. Et donc on a un risque de dispersion des faunes donc, à nos latitudes qui est multiplié par 3 en lien avec les pollutions par les plastiques. Donc là, c'est quelques images qui sont beaucoup liées en fait au tsunami qu'il y a eu au Japon. Et donc c'est des images qui ont été prises au large des côtes américaines. On voit ici un morceau de ponton. Alors on ne le voit pas malheureusement, mais en fait il faut imaginer ici il y a du wakame, c'est des algues qui servent par exemple à faire du sushi. Et donc qui arrivent via ces objets sur les côtes américaines. Ça n'arrange pas du tout les Américains, puisque c'est des espèces qui ont une forte capacité à être invasives. Alors les solutions, je vais aller assez vite. On peut travailler en fait à différents niveaux de la chaîne, différents niveaux. La production des plastiques, avec des plastiques potentiellement plus vertueux. On peut avoir tous les aspects de recyclage, améliorer la collecte, le recyclage. Là, vous avez ici le cas d'une chenille. Alors, on parle de larves dans beaucoup d'articles dans les journaux, mais c'est une chenille qui a montré une capacité assez importante en fait, à manger du polyéthylène et à le dégrader. Donc là, on peut espérer, via ces enzymes, complètement dépolymériser le polyéthylène et repartir à zéro. Donc c'est une voie, en sachant que les enzymes, c'est plus ou moins... Enfin, voilà, ça peut être relativement cher à produire. Vous avez aussi ces cas de Ocean Cleanup, je ne sais pas si on a entendu parler, c'est un jeune néerlandais, Boyan Slat, qui a proposé ce projet-là il y a quelques années. Bon, le problème, c'est que ils l'ont placé dans le Pacifique, enfin, ils l'ont placé en mer du Nord, le prototype a cassé. Ils l'ont placé dans le Pacifique un peu plus récemment. Le prototype a cassé au bout de quelques semaines. Donc pour l'instant, la technologie est absolument pas là. Et vu les concentrations, parce que là, vous avez une mer qui est couverte de déchets plastiques, c'est pas ça. La réalité, c'est que vous avez une étendue d'eau, vous voyez rien, et éventuellement, vous avez un gros plastique de temps en temps. Mais l'essentiel, c'est du microplastique, des choses qui ne vont pas être collectées par ces systèmes-là. Vous avez aussi The Sea Cleaners, là, on travaille avec eux. Donc sur comment est-ce qu'on peut améliorer. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de mobile qui puisse aller notamment dans les estuaires où on va avoir des concentrations en microplastique peut-être plus importantes, et puis pouvoir faire de la sensibilisation, développer des nouveaux concepts, etc. Je vous remercie de votre attention. Et puis je ne sais pas si vous voulez poser des questions ou si on enchaîne sur la présentation suivante. Qui ose? Il y a une question au fond. Alors, je ne sais pas si on m'entend bien, je m'appelle Théo Lecointre et moi c'est plutôt une information plutôt qu'une question. Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez un doute sur la photo de l'oiseau avec les déchets. En fait, c'est un photographe anglais qui récupère des cadavres d'oiseaux sur les plages, en fait, qui prend les déchets qu'il trouve autour et qui fait des photomontages pour justement dénoncer les déchets qu'il y a dans l'eau, mais c'est pas, on ne retrouve pas les déchets-là en lui-même dans le corps de l'animal, quoi. Mais néanmoins, au-delà de ces photos-là, il me semble bien que c'était des choses, plus, on va dire, de l'ordre de la dénonciation qu'autre chose. Il y a des quantités de plastique qui sont parfois assez importantes dans certains oiseaux. Comme j'ai dit, ils ingèrent pour faciliter leur digestion des objets, dont du plastique. Donc c'est pas non plus complètement déconnant.
C'est une bonne question, hein. Est-ce que avec un prix du pétrole, enfin une ressource qui se raréfie, un prix du pétrole qui pourra augmenter, la consommation de plastique pourra continuer à augmenter de manière exponentielle? Bon, c'est une prévision, voilà, qui se base, hein, vraiment sur la tendance actuelle. Est-ce que ça se réalisera ou pas? C'est compliqué à dire puisque ça dépend de plein de facteurs, notamment économiques. Et si bien, on va dire, au niveau scientifique, s'il y a bien un truc qui est difficile à prévoir, c'est l'économie. Donc là, à l'heure actuelle, la production de plastique, aussi importante qu'elle paraisse, c'est 4%. C'est au-delà de 4%, même quelques pourcents de la production totale de plastique, de pétrole. Donc c'est pas très important. Ce qui va vraiment advenir, est-ce que cette prévision se fera ou pas? On verra. De toute façon, il va se passer beaucoup de choses au niveau politique, au niveau économique, etc. Mais disons que ça donne une vision de ce qui pourrait advenir. Il faut le voir comme ça. Alors moi je vais vous parler plutôt, on va continuer sur les problématiques environnementales liées au plastique. Ça nous concerne tous et plus particulièrement les étudiants qui veulent travailler plus tard dans ce domaine-là. Et je vais le prendre plutôt sur l'angle polémique, c'est-à-dire finalement est-ce que les polémiques, est-ce que les façons dont on en parle, notamment dans la presse et autres, est-ce que ça permet de faire avancer les choses ou au contraire est-ce que ça sème du brouhaha? Et puis, on va essayer de regarder les choses d'un point de vue un peu scientifique, objectif. On va essayer de voir effectivement qu'est-ce qui est vraiment de l'atteinte à l'environnement, qu'est-ce qui est effectivement plutôt du fantasme. Alors, on va prendre deux exemples. Un, on va revenir, on va compléter un petit peu sur l'aspect polémique, sur la partie plastique en mer. Et puis l'autre, on va comparer sur l'aspect, un autre impact, on aurait pu en prendre encore d'autres, qui est l'aspect perturbateur endocrinien, voir un petit peu comment ça s'est traité, puisqu'il y a un petit peu plus de recul sur cette polémique ou cet impact environnemental-là, et puis voir voilà, comment on peut regarder les choses. Alors, pardon, il y a des polémiques sur les plastiques. Alors là, il y a énormément de films. Vous avez pu voir des choses sur Cache Investigation ou sur d'autres émissions qui sont là pour mettre les choses en exergue, et c'est potentiellement bien, c'est-à-dire d'avertir. Et puis, il y a effectivement beaucoup de choses qui se font, je dirais, un peu à charge, un peu orientées, avec des visions aussi beaucoup relayées sur notamment des systèmes associatifs, et c'est très bien qui effectivement ces systèmes, mais qui vont aujourd'hui parler du zéro plastique, c'est-à-dire en gros supprimons tout le plastique et puis les choses iront bien. Alors encore une fois, c'est une possibilité, on pourrait dire effectivement qu'on va supprimer les plastiques et puis voilà, qu'il n'y aura plus de microplastiques et il n'y aura plus de pollution. Je pense que ça va effectivement, c'est une façon peut-être un peu simple de traiter les choses. Comment demain on protège des aliments, c'est une question. Alors encore une fois, on peut tout à fait critiquer les emballages, et effectivement vous avez dû voir qu'on en retrouve pas mal, notamment sur les plages. Maintenant il y a une réalité, c'est un besoin effectivement de protection de nos médicaments, de notre alimentation, pour la conserver, pour la transporter, à part si on ne fait tout qu'en circuit court et qu'on ne mange que dans le champ d'à côté, mais on n'aura pas forcément une nourriture équilibrée. Voilà, donc on a un besoin d'emballer, de protéger, qui aujourd'hui est satisfait par un certain nombre de plastiques et qu'on aura potentiellement du mal à remplacer, en tout cas si on veut le garder aussi léger qu'on veut les choses. De la même façon, aujourd'hui, on souhaite pour la partie du transport limiter les impacts, notamment du réchauffement climatique, à un autre impact qui n'a rien à voir avec les plastiques, sauf qu'aujourd'hui les plastiques sont plutôt une solution, puisque aujourd'hui ce sont les matériaux les moins denses, et si on veut encore mieux, on a les composites, qui sont des matériaux aujourd'hui qui permettent de gagner du poids, et gagner du poids, ça veut dire effectivement limiter les émissions de gaz à effet de serre ou d'autres pollutions. Donc on voit bien que la vision potentiellement un peu simpliste de dire supprimons tout le plastique, potentiellement on va supprimer un certain nombre d'impacts, mais on va en rajouter un certain nombre d'autres. Donc ça me paraît une vision peut-être un peu radicale pour faire les choses, et il y a peut-être effectivement des moyens un peu plus corrects de voir les choses. Alors, commençons sur un premier impact dont Michael a parlé tout à l'heure, qui était effectivement les perturbateurs endocriniens. Alors les perturbateurs endocriniens, ça a été un problème, et c'est toujours potentiellement un problème. On va en reparler, on va remettre un peu les polymères dans le cadre d'un problème de santé plus général. C'est un problème qui est effectivement issu d'un certain nombre de molécules qui vont mimer finalement certaines hormones que vous avez et qui vont potentiellement dérégler votre système endocrinien.
endocrinien. Ces molécules, on les connaît, il y en a dans certains plastiques, elles sont clairement identifiées. Elles l'étaient depuis 20 ou 30 ans, avant les années 2010, qui concernent ici ces lois qui sont tombées. Il a fallu finalement, pour que les solutions commencent à être prises en compte sur des aspects sociétaux et surtout politiques, il a fallu finalement qu'on mette en cause un certain nombre de choses utilisées dans le cadre de l'alimentation des enfants. Et quand on touche, et notamment aux jeunes enfants, aux bébés, là on rigole pas. Et là effectivement, il a fallu de quelques temps, quelques années pour qu'une législation tombe et qu'on dise s'il y a le moindre risque autour du plastique utilisé pour l'alimentation des bébés, eh bien, effectivement, on supprime, on change. Et aujourd'hui, on est repassé à du polypropylène, donc qui ne pose plus de problème, en tout cas de perturbateurs endocriniens liés à ce plastique pour la partie biberon. Donc on voit qu'on est capable de prendre des solutions assez rapides, finalement, quand il s'agit simplement de changer un plastique, donc de passer finalement ici du polycarbonate au polypropylène. Finalement, le législateur dit c'est interdit d'utiliser du polycarbonate, il y a un risque. Il était relativement peu avéré, mais il y a un risque. S'il y a un risque, on prend une solution radicale. Ça existe et ça peut se faire. Par contre, sur le même problème lié à ces perturbateurs endocriniens, mais ici sur des choses peut-être qui étaient moins connues, en tout cas qui impactaient moins, c'est assez curieux, les jeunes enfants. C'est assez rare que les jeunes enfants prennent des choses en boîte de conserve de ce type-là. Finalement, ça a été beaucoup plus long à régler. C'est le vernis en fait, qui est à l'intérieur de ces boîtes de conserve qui posait problème, qui est en fait issu des époxys, en tout cas d'un certain nombre de bases utilisées ici, et qui finalement a été démontré depuis très longtemps comme étant un risque potentiel. C'est quand même utilisé depuis la dernière guerre mondiale. Et puis finalement, les décisions pour changer les choses ont attendu finalement quasiment les années 2010-2013 pour passer en fait à la substitution aujourd'hui qui est des boîtes, vous pouvez regarder à l'intérieur quand vous ouvrez des boîtes de conserve, elles sont plutôt blanches comme celles qui sont montrées ici, c'est-à-dire qu'on a substitué ici un vernis qui était facile à mettre en œuvre et qui était bien connu depuis longtemps et qui avait été utilisé parce qu'il y a eu des investissements encore une fois après la guerre sur pas mal de systèmes industriels et pour lequel des investissements lourds étaient nécessaires. Il fallait absolument là que le législateur là aussi pousse pour que effectivement les solutions arrivent et on a remplacé ici les époxys du vernis par des systèmes de type polyéthylène, du laminage et effectivement on enlève ce type de problème. Donc quelque part on voit que sur ces solutions, le temps nécessaire pour prendre des décisions n'est pas tout à fait le même selon encore une fois que les problèmes de santé soient liés encore une fois à des adultes, à des enfants. Ça fait partie encore une fois de la capacité des populations, de nous, des électeurs finalement, à mettre de la pression sur nos décideurs qui sont les élus finalement qu'on retrouve à toutes les strates. Alors ce qui est intéressant de regarder sur cette problématique de perturbateurs endocriniens, c'est que le plastique est démontré comme étant potentiellement, sur certains cas, un perturbateur endocrinien. Il est pointé du doigt, il est visible, d'accord, comme quand il est sous forme de déchets. Par contre, il est de loin absolument pas le seul à générer en fait ce problème de santé. Vous le retrouvez ici, par exemple, dans une salle de bain. À peu près la globalité des produits que vous allez retrouver dans une salle de bain est potentiellement générateur, au travers des parabènes, des conservateurs, de problématiques de perturbations endocriniennes. Donc le plastique n'est qu'un petit élément dans une grande chaîne qui pose problème et qu'il faut régler. Et curieusement, c'est le plastique qui est relativement montré du doigt sur ces questions-là. Donc ça, c'est effectivement une façon de revoir les choses. Il y a un problème. Il y a des choses qui sont visibles, le plastique souvent fait partie, c'est sur lui qu'on tape, c'est pas gênant dans le sens où effectivement il faut essayer de le substituer, mais on s'attaque de loin, moins rapidement sur des problématiques de santé qui semblent plus diffuses. Vous dire qu'il y a effectivement des perturbateurs endocriniens dans un dentifrice, c'est peut-être plus difficile à entendre. Alors ils sont partout, oui, effectivement, les perturbateurs endocriniens, on le voit bien. Et puis, c'est un problème de santé publique, je dirais, de riches. Je pense que c'est important aussi de revoir ces problématiques au travers d'une vision internationale. On a notre vision de pays dits très développés ou industrialisés. On a une vision de ce que sont les maladies, je dirais, qu'on connaît et qu'on côtoie,
le cancer en fait partie. Dans tous les pays, ce n'est pas la maladie principale. Quand vous avez un âge auquel vous arrivez en fin de vie moyen de 35 ans, forcément, ce n'est pas forcément la maladie qui va vous concerner en premier. Donc ces problématiques environnementales, telles que nous on les voit, ne vont pas du tout être perçues de la même façon. Donc ça, je pense que c'est important aussi de regarder à l'échelle internationale que voilà, on n'est pas tout à fait dans les mêmes visions et qu'aujourd'hui, la manière dont les gens décèdent dans le monde n'est pas forcément liée, encore une fois, à la partie des perturbateurs endocriniens. C'est un problème quand on est dans un pays développé dans lequel on peut atteindre un âge relativement avancé. Ce n'est pas à dire qu'il ne faut pas le changer, mais ça permet de relativiser. Ça permettra de relativiser aussi la suite sur la partie polémique, donc très différente. Là, on parle de polémique autour de cette partie perturbateur endocrinien. Là, on arrive à la partie plastique dans les océans. Là, ce qui est intéressant de voir sur un débat tel qu'il peut avoir lieu aujourd'hui, vous en avez le relais dans énormément d'articles ou de sites web aujourd'hui, c'est quelles sont les visions des différentes parties prenantes dans un pays. Les différentes parties prenantes, c'est quoi? Ce sont des industriels d'un côté, avec des fédérations qui les représentent, une fédération de la plasturgie en France, Plastique Europe si vous regardez à l'échelle européenne, qui aujourd'hui, pour ce qui est des plastiques en mer, préconise une solution unique, c'est le recyclage. Donc on est d'accord que si 100% des plastiques qui sont produits étaient recyclés, potentiellement, on n'en retrouverait pas dans les océans. C'est une vision extrêmement théorique. C'est une vision qu'on va retrouver dans des documents. C'est un document de la Fédération de la plasturgie qui dit que voilà, en Suisse, par exemple, 100% des plastiques seraient recyclés. Alors vous voyez qu'en France, on n'y est pas, mais 100% des plastiques qui sont collectés. Absolument pas des plastiques en mer, absolument pas des plastiques dans des décharges ou autres. C'est des plastiques qui sont collectés pour le recyclage. D'accord ? Donc on a une vision qui est un peu tronquée des choses, c'est-à-dire que dire, en gros, sur une vision de ce type-là, une vision relayée par, encore une fois, des fédérations d'industriels, le système idéal, ce serait la Suisse, et dans ce cas-là, il n'y aurait pas de problème. D'accord ? Donc on est sur une vision peut-être un petit peu simpliste des choses, qui est de dire, laissez-nous continuer, faites-nous confiance, et puis on va se charger de tout. Je pense que ce n'est pas tout à fait ça, et c'est d'autant moins ça quand on regarde, encore une fois, dans d'autres pays. Encore une fois, le problème du déchet, c'est une vision dans des pays qui ont les moyens de s'en préoccuper, ce n'est pas du tout une vision importante ou la première, en tout cas, dans la grande liste des questions qu'ils ont à traiter, dans des pays dans lesquels la survie est plutôt un problème. D'accord ? Donc on voit que là, imaginez que ces pays recycleraient demain ou même dans 10 ans à échelle de 100%, comme peut le faire la Suisse, je pense que c'est assez illusoire. Donc on voit que cette vision, finalement, aujourd'hui, de cette partie des industriels est intéressante, mais c'est absolument pas la seule. Et c'est simplement une vision pour dire, encore une fois, gardons les plastiques tels qu'ils sont aujourd'hui, ne changeons rien, ne faisons pas d'investissement majoritaire et continuons de la même façon. Là où la vision en fait, des industriels va plus loin, c'est que quand on est une fédération, on essaye aussi d'éviter que les pouvoirs publics aillent trop loin dans des législations. C'est-à-dire, finalement, si on prend les législations qui sont en cours aujourd'hui, on dit tout ce qui est, par exemple, produit à usage unique, on ne veut plus que ce soit en plastique, ou en tout cas plus en plastique qui ne soit pas potentiellement compostable ou biodégradable. Donc, on a des industriels qui, aujourd'hui, disent non, non, ce n'est pas la solution. Ne changeons rien. Encore une fois, restons dans une vision un petit peu attentiste. Laissez-nous et on recyclera, pourquoi pas, même la vaisselle jetable. Donc ça, c'est une vision de la société. C'est une vision immobiliste, mais qu'on peut comprendre, puisqu'on regarde un petit peu, encore une fois, les investissements financiers qui sont nécessaires pour changer. Le problème, c'est que cette vision, finalement, des industriels, elle est aussi relayée, finalement, par des systèmes associatifs qui ont mal compris les choses. Et ça, si vous regardez majoritairement, c'est ce qui va être fait. C'est-à-dire que finalement, vous allez regarder pas mal de sites, vous prenez des choses qui sont faites, on va aller, ça c'est typiquement, c'est dire les bioplastiques ou les plastiques compostables ne sont pas une solution. Et là, c'est encore plus curieux, c'est-à-dire que finalement, on est sur un système où, encore une fois, quand on est industriel, on comprend. Là, on est finalement un citoyen lambda, mais potentiellement, on n'a pas tout à fait compris les problématiques et on dit non, non, n'allez pas chercher une solution technologique alternative, et pourquoi pas, revenons à la question de départ, supprimons de totalité du plastique. C'est une vision, je dirais, mal informée. Voilà, mal informée des choses, et qui, finalement, intéresse, encore une fois, les gens qui n'ont pas envie de changer, qui sont plutôt
le système aujourd'hui économique. Donc c'est assez curieux finalement de retrouver une convergence de vues entre des associations plutôt pro-changement ou pro-environnement et des visions plus industrielles des choses. Le législateur, lui, finalement, il fait la synthèse. Il fait la synthèse entre ce que lui disent des associations de consommateurs, ce que lui disent le citoyen qui va rencontrer dans sa mairie ou qui va rencontrer le député, et puis finalement ce que font savoir des lobbying d'industriels. D'accord ? Et puis derrière, il va aussi nous questionner, nous scientifiques potentiellement, pour essayer d'avoir un avis, encore une fois, peut-être un peu plus éclairé, qui essaye de faire une synthèse entre ce qu'on lui dit d'un côté et puis ce qu'on lui dit de l'autre. Donc effectivement, on voit que là, on a des industriels, des législateurs qui se disent, bon, ok, il y en a marre de retrouver des produits à usage unique un petit peu partout, ce qu'a dit Michael tout à l'heure, effectivement, faisons-les disparaître, ou alors remplaçons-les par des systèmes potentiellement biodégradables, voire compostables. Alors, sur cette vision de la compostabilité, de la biodégradation, là encore, il y a énormément de polémiques. Michael a décrit tout à l'heure ce que devenait un plastique en se fragmentant dans les océans. Que devient en fait un plastique biodégradable ? Et là, on a des gens qui disent effectivement un plastique biodégradable va se dégrader on va prendre très longtemps pour se dégrader. C'est vrai. Les conditions marines sont très différentes entre une eau de surface, effectivement ce qui a été dit sur la vision de la colonne d'eau, présence de lumière, pas de lumière, ça va générer des différences. Est-ce que la question du temps est importante ? Par contre, ce qu'on demande, c'est que finalement les produits qui vont être en produits de dégradation ne soient pas écotoxiques, c'est-à-dire qu'ils ne perturbent pas aujourd'hui le système dans lequel ils vont se retrouver. C'est ça finalement ce qui est important. C'est une fois que la dégradation sera finie, qu'elle prenne 1 an, qu'elle prenne 2 ans, 5 ans, ce qu'on demande, c'est que ça ne perturbe pas en fait l'écosystème. Aujourd'hui, des études sont en cours, elles sont plutôt favorables sur cette vision des choses, encore une fois, mais on sent que c'est pas vraiment ce qui est relayé d'une façon générale, encore une fois, et dans les médias et dans les sites plutôt associatifs. Alors, ce que je trouve intéressant plutôt sur une vision, et pour en finir, sur une vision plus expérimentale qu'on pourrait avoir, et notamment quand on est en bord de mer, et notamment quand on a des systèmes de type nautique à disposition, c'est de regarder aujourd'hui sur tout ce qui est embarqué sur un bateau, en termes de plastique, et d'imaginer demain qu'on pourrait le faire en matériaux biodégradables. Donc déjà d'un point de vue technique, est-ce que c'est faisable ? Donc depuis, je sais pas, des vêtements, un petit peu tout ce que vous avez ici sur la photo, des chaussures, des bouteilles, des emballages, est-ce qu'on peut embarquer et est-ce que ça peut être satisfaisant d'un point de vue technique, c'est-à-dire ce qu'on attend en retour du service de ces objets, est-ce que ça peut être fait dans des matériaux biodégradables ? La réponse est oui, aujourd'hui ça existe et c'est relativement peu connu. Alors il y a des magasins de bateaux, des ship handlers qui ont proposé pendant quelques années ce type de produits, un peu plus cher que les produits traditionnels. Le succès n'a pas du tout été au rendez-vous. Parce que c'était peut-être mal expliqué, parce que c'était peut-être pas le moment, parce que c'était fait il y a quelques temps. Je pense que ça, ce serait des actions intéressantes à mener. Parce qu'un bateau c'est soumis au vent, parce qu'il peut se renverser, parce qu'il peut se passer plein de choses, une vague peut passer dessus, et tout ça peut se retrouver très rapidement à la mer. Donc je trouve qu'une vision peut-être expérimentale, sympathique, ce serait effectivement d'envisager ce genre de choses, une recommandation pour que les gens au moins qui naviguent puissent avoir le sentiment de ne pas forcément polluer s'ils perdent quelque chose à la mer. Donc voilà en gros ce que je voulais dire sur cet aspect plutôt plus que technique, sur cette vision un petit peu du changement et des polémiques qui sont liées au changement. Mais ça, c'est assez naturel. Mais c'est cette vision aujourd'hui sur des problématiques complexes, comme cette notion de plastique dans les océans, que finalement, cette espèce de prise de parole un petit peu généralisée, dès que le sujet devient un peu chaud, et on comprend aujourd'hui, et vous l'avez vu, que cette notion de plastique en mer est assez chaude, que malheureusement, la vision un petit peu confuse de tout le monde là-dessus n'aide pas finalement à un progrès, et surtout qu'on a une espèce de collusion, entre guillemets, d'intérêts peut-être mal compris entre des gens qui, surtout, à mon sens, n'ont pas forcément envie de pousser au changement. Voilà ce que je voulais vous dire sur la question. Bonjour.
Donc je vais apporter une réponse en tant que producteur de plastique. Donc vous parlez d'une vision. Donc bien sûr, il y a des plastiques dans les océans. Je rappelle quand même que 95% des plastiques qui sont actuellement dans les océans proviennent de 5 fleuves d'Asie et de 2 fleuves africains. Donc supprimer par exemple les pailles plastiques en Europe ne va pas résoudre fondamentalement le problème des plastiques dans les océans. Néanmoins, alors je parle pour moi, mais je pense que tout producteur de plastique est conscient de cela, font des efforts dessus. Il y a effectivement 2 voies. La production de plastique compostable ou biodégradable. Donc aujourd'hui, le premier fournisseur de matières plastiques dans le monde, c'est BASF. BASF propose des matières biosourcées, pas encore biodégradables ni compostables, mais biosourcées. Faut savoir aussi que le prix est 6-7 fois supérieur au prix d'une granule plastique standard. Donc aujourd'hui, le marché, et vous, consommateurs, moi, consommateur, n'est pas prêt à multiplier son prix d'achat d'un produit x 6 parce qu'il est emballé dans un produit biosourcé. Donc aujourd'hui, c'est du long terme, les produits biosourcés, produits plastiques biosourcés, et on en arrive sur le recyclage et donc la revalorisation des plastiques. Aujourd'hui, un plastique est 100% recyclable et il existe des filières. Il y a beaucoup de travail qui est fait dessus, certainement pas assez, mais sachez qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup d'industriels s'engagent là-dessus. Il y a la lettre ouverte pour une économie circulaire qui a été faite par le ministère de l'écologie. Beaucoup d'entreprises du secteur, et notamment la Fédération de la plasturgie, sont dedans et s'engagent à viser le 100% recyclé en 2025. Donc c'est des engagements forts qui ont été pris. Donc moi je trouve juste quand vous dites que bon, les plasturgistes ferment les yeux et disent laissez-nous faire, on s'en occupe. Bon, il y a quand même des engagements qui sont pris. Voilà. Donc, Oui, je vous rejoins, mais bon, ça fait une trentaine d'années que ces engagements sont pris. Honnêtement, ce que je disais, il y a une marge sur le recyclage, je suis assez d'accord. Ce qui serait intéressant, c'est sur des prises comme ce qui a été fait cet après-midi, sur les plages, de regarder quel est le pourcentage qui aurait pu rentrer dans une filière de recyclage, même idéal, comme le souhaiterait effectivement la Fédération de la plasturgie, ou même comme ça peut être en Suisse. Je pense que ça ne concerne vraiment pas la totalité. Donc je pense que ce problème, à mon sens, de plastique en mer, à mon sens, va dépasser aujourd'hui, dans le retentissement qu'il a, les capacités. C'est-à-dire que finalement, je pense que la vision du tout recyclage, elle était à la mode il y a encore 10 ans. Je pense qu'elle est en retard aujourd'hui sur ce qui va se faire. Et je pense que j'ai peur, donc une fois que la vision industrielle là-dessus soit un petit peu dépassée par la vision du citoyen. Voilà, c'est un risque, et je pense que ça va impacter fortement certains industriels de l'emballage. On les voit. C'est dommage de ne pas aller plus loin, de ne pas être pro-modification. Je suis tout à fait d'accord avec les questions de prix. Je ne suis pas d'accord avec ce qui est sorti de Plastic Europe il y a 2 ans en disant laissez-nous faire, on s'occupe de tout. Je pense que c'est décalé, c'est en retard. Voilà, c'est une vision. Voilà. Mais encore une fois, ça fait 25 ans, 30 ans que je discute avec des partenaires sur ces questions-là, et je suis conscient des efforts de prix que ça peut justifier. Je pense qu'à un moment, voilà, cette question de plastique en mer, je ne suis pas sûr qu'on mesure aujourd'hui réellement en termes d'impact en communication jusqu'où ça peut aller. Voilà, c'est ma crainte aujourd'hui. Mais à voir. J'ai encore une dernière chose à dire, justement par rapport au buzz et compagnie. Aujourd'hui, on est justement dans une vie où il y a un buzz, on prend des décisions gouvernementales, on interdit et on réfléchit doucement. La paille est un très bon exemple. 80% du business de la paille, c'était pour les petites briquettes en carton là, qui sont très ludiques. Les enfants aiment bien mettre la paille. Et voilà, donc on va supprimer la paille. Donc la briquette en carton n'aura plus aucun intérêt. Elle va être remplacée par une bouteille en PET. Donc, est-ce qu'on va réduire globalement le tonnage de plastique? Non, on va certainement supprimer un problème parce qu'on a vu une fois une tortue avec une paille. Donc, je pense que répondre rapidement, ok, mais je pense que toutes les décisions rapides ne sont pas forcément les bonnes. Vous parliez du prix.
Sûrement que les matériaux là, biodégradables ont un prix plus élevé. Il y a un coût qui n'est pas forcément compté dans le prix du plastique classique, c'est que il est peut-être moins cher de le produire, mais il y a un coût qu'on ne voit pas, c'est que moi en tant que citoyen, ma poubelle elle me revient assez cher en fait. Le recyclage, je veux dire, il a un coût et c'est pas forcément l'industriel qui le paye, mais c'est moi par la taxe locale ou par la taxe des poubelles en fait, où je paye ça, et ça c'est un coût qui est pas répercuté directement à l'achat, mais qu'on retrouve par la suite sous forme de taxes. Sur le recyclage, je souhaiterais savoir, parce qu'on parle de recyclage, vous parliez de type de plastique recyclable. Sur ce que vous avez ramassé aujourd'hui à la plage, je pense qu'il n'y avait pas grand-chose qui était recyclable, ou peut-être techniquement recyclable, mais en tout cas, aujourd'hui, la communauté d'agglomération de Lorient qui recycle, qui a une filière de tri de plastique qui est pas mal, parce qu'il y en a d'autres qui le font pas du tout. Eh bien, je sais pas quel est le pourcentage de plastique qu'ils auraient pris. Moi, je les ai interrogés et les filets de pêche, ça rentre pas du tout dans leur filière. Et puis il y a tout un tas d'autres plastiques qui sont pas pris dans leur filière. La bouteille là que je vois, elle est prise. Il y a tout ce qui est barquette, tout ce qui est lié à l'alimentation, à l'emballage alimentaire, ça ils le prennent. Mais jusqu'où est recyclable le plastique? C'est-à-dire, est-ce qu'avec du plastique, on peut fabriquer un autre plastique, puis ensuite refabriquer un autre plastique, et à la fin, est-ce que ça finit pas... il y a une dégradation qui fait qu'on ne peut pas le recycler? Est-ce qu'il finit pas dans un trou, tout simplement, au bout d'un certain nombre de recyclages? Et puis, voilà. C'était un peu mes questions. Donc effectivement, les plastiques sont recyclables, jamais seuls. On ne reprend pas 100% d'un plastique vieilli pour en refaire du plastique utilisé. On va le remélanger ou le mettre en multicouche, et on considère que c'est à peu près 30% d'un plastique qui a vieilli, avec 70% d'un plastique vierge. Ça permet de régénérer. On voit bien la limite aussi, ça veut dire que finalement il faudrait consommer toujours plus pour intégrer des plastiques recyclés. Et je ne veux pas taper sur le recyclage, je pense que c'est une filière intéressante. Sur le prix de la poubelle, je suis tout à fait d'accord. Ça, c'est un vrai problème, c'est un problème quand même assez franco-français qui va potentiellement bien impacter effectivement cette vision du tout recyclage, et qui impacte sur le fait que le classement de la France soit pas très bon. Les industriels payent quand ils mettent un emballage sur le marché. Vous payez quand vous mettez l'emballage dans la poubelle. Bon, on voit bien que ça pose quand même quelques questions sur l'efficacité derrière. Donc effectivement, voilà, est-ce qu'il ne faut pas mieux un système plus intégré que ça? Est-ce que des éco-organismes font correctement leur boulot? Il y a des vraies questions là-dessus. Et puis sur les questions du biodégradable et du prix, ouais, ça c'est sûr, oui, il y a effectivement un surcoût. Par contre, je pense que là aussi, pour en discuter avec les collectivités, leur façon de voir le biodégradable dans leur flux, et notamment sur une communauté d'agglomération comme Lorient, c'est intéressant à discuter sur des systèmes où, que ce soit votre poubelle bleue, votre poubelle verte, elle passe dans des tunnels qui sont finalement de la biodégradation, puisque tous vos déchets d'alimentation sont compostés. Donc finalement, ça les intéresse relativement d'avoir ce type de plastique, et on voit que ça ne perturbe pas leur système. Donc voilà, je trouve qu'il y a des expérimentations qui me paraissent intéressantes, peu relayées, je trouve, par rapport aux enjeux. Il y a une crainte, je n'arrive pas à mesurer si c'est une crainte politique, si c'est une crainte de déstabilisation, s'il y a du changement à l'emploi derrière. Et puis il y a une notion de coût, mais je reste persuadé que ne pas changer en partie la filière de la plasturgie, ça peut risquer de la condamner. Voilà. En tout cas, moi je pars d'un point de vue très intérêt personnel dans cette filière-là. Merci. Bonjour. Je ne sais pas si vous avez des infos sur des vidéos que j'ai pu voir sur Internet sur la capacité de recycler du plastique pour en produire un carburant et un système de production d'énergie, et non pas de recyclage pour d'autres plastiques, mais d'en faire une source d'énergie à partir de plastique collecté. J'ai vu ça et je ne peux pas vous dire la crainte que ça génère en moi. Parce que je veux dire, il y a plastique et tout ce qu'on met dedans. Et imaginez qu'avec ça, on fasse un carburant. Enfin, quand vous voyez les efforts qui sont faits pour faire des carburants propres aujourd'hui, voire au summum l'hydrogène, et là, imaginez qu'on puisse utiliser un plastique pour en faire un carburant et donc envoyer les produits de combustion dans l'air. Moi, en tant que scientifique, je suis
malheureux parce que si un jour on arrive à ça, c'est que définitivement ma carrière aura servi à rien, quoi. Donc voilà, ça me pose une vraie question. Mais je vois bien. J'ai regardé de près, j'ai pas vu. Non, si vous imaginez des systèmes de dépollution, c'est juste impossible, quoi. Non, il y a un moment, si vous voulez, vous êtes sur. La physique parle, quoi. Il y a un moment, voilà, où la chimie parle, en l'occurrence, mais c'est possible techniquement, hein. Je ne dis pas, ça vaut pour procure d'énergie, il n'y a pas de souci. On peut le faire sous des formes de thermolyse, hein, à très très haute température pour récupérer de l'énergie, mais pas du carburant. Pas du carburant. Ça, c'est effectivement, hein, on voit bien qu'il y a des gens qui veulent partir en bateau et imaginer faire du carburant avec ce qu'ils récupèrent en mer. Conceptuellement, peut-être, dans la réalité, non. Non, c'est juste, quand on connaît la formulation des plastiques, on dit au secours. Bon, nickel, merci.